Thank you, Alice, Caroline, Maud, for the kind invitation to this wonderful event. Je vais vous parler en anglais, mais je vais m'en tenir au vocabulaire qui est inclus dans l'invitation. Je vais parler des productions architecturales du 19e siècle et celles qui ont traversé différents supports et lieux, et les genres de reproduction qui sont d'ailleurs méconnus. Au cours de la dernière partie du 19e siècle, la production et la diffusion d'objets architecturaux complets, qu'on nous appelons des monuments de plate, a été organisée par d'éminents directeurs de musées, d'archéologues, d'architectes et d'historiens de l'art. Dans les premières décennies du XXe siècle, la tendance est inversée et plusieurs collections se sont retrouvées dans l'oubli. Mais cependant, les temps changent et au cours des dernières décennies, on a montré une nouvelle sensibilité à ce médium architectural et que c'est un bon moment pour reconsidérer la construction, la destruction et la reconstruction qui est en place dans cette architecture du plâtre. Il y a un chapitre très français dans mon livre Plaster Monuments, architecture et le pouvoir de la reproduction. C'est évidemment le Trocadéro, le musée de Viollet-le-Duc, ou disons le musée qu'il avait demandé depuis le début des années 1940. Le musée de sculpture Contaré a ouvert au public au Palais du Trocadéro en 1882 et la plupart de ces pièces ont été faites pendant les travaux de restauration des monuments médiévaux français. À la recherche du temps perdu, Marcel Proust se fait l'écho des ambitions du musée dans sa description de la perfection en plâtre du portail de Balbec que le jeune Marcel admire au Trocadéro et la déception qu'il connaît quand il se trouve finalement devant la vraie église dans le lieu de fiction qui s'appelle Balbec. L'église véritable semble arbitraire, ne représentant que quelque chose comme la tyrannie du particulier, avec cette version en plâtre à Paris, qui apparaît en revanche, elle, universelle et intemporelle. En répétant l'affirmation du musée qu'il soit plus exact que l'original et que les fragments dans la galerie révèlent des affinités, des relations et des influences qui sont indétectables par la réalité fragmentée du monde réel, la réceptivité de Proust à la reproduction aurait certainement plu aux architectes, aux restaurateurs, aux mouleurs, aux directeurs, aux archivistes, etc. Cependant, les musées des deux parties de l'Atlantique ont acheté plusieurs monuments, plusieurs séries, et les ont transplantés dans leurs propres agendas et programmes curatoriaux. Paris a été l'épicentre international de la culture de moulage du 19e siècle. Je vais vous montrer quelques fragments qui sont passés de France aux États-Unis et en particulier au musée de Pittsburgh. Cette collection est intéressante, celle qui fait partie du Carnegie Institute, puisqu'elle existe depuis son inauguration en 1907. Elle a été assemblée rapidement et elle a été parfaitement préservée jusqu'à ce qu'elle ait été déconsidérée. Dans sa fabrication, elle a été considérée comme la plus conventionnelle des collections de plâtre. C'est cette qualité de travail fait qui la rend si captivante. Et c'est ce qui nous montre que quand les moulages sont tombés en désuétude, une nouvelle législation nous a interdit de faire de nouveaux moulages. C'est intéressant en fonction des connexions françaises, parce que le Salon de l'architecture a été fait avec le Conseil des directeurs de musées
musées parisiens. Et c'est ce qui nous a permis ce qui a permis au jeune Marcel Proust d'admirer le plâtre de Balbec. Mais je vais faire quelques pas en arrière. En 1877, quand un monument de plâtre a été inauguré sous la verrière qui avait été créée par Félix Duban à l'École des Beaux-Arts. Bien sûr, cette cour vitrée a été attaquée par les émeutes de 1968, comme a été décrit par Jean-Luc Martinez et Christiane Pinatel. Les photos de Pinatel montrent la reconstruction du Castor et Pollux qui avait été sauvé un siècle précisément après sa première érection à Paris, qui a été ici montré devant le bâtiment avec les échafaudages pour la restauration. En 1870, Charles Duter arrive à Rome pour y rester 4 ans et trouve cette ruine à nouveau sous échafaudage. Planifié par Durban et d'après les restaurations de Duter sur papier, il a fallu 2 ans à Ernest Coquart pour ériger une version restaurée de ce monument. Ces 2 spécimens de colonnes doriques et corinthiennes se font face dans la cour vitrée. Ce coin du nord-ouest du Parthénon a été commandé par la Commission des monuments historiques en 1840, mais le monument romain était complètement une affaire intérieure et elle a demandé les efforts de 3 prix de Rome pour les restaurer. Ici, il y a 2 temporalités qui se font face et qui sont l'exercice des étudiants beaux-arts, c'est l'état actuel et l'état restauré. En faisant partie de l'environnement des étudiants, cette conception de la ruine imaginée nous montre des entablements, des chapiteaux sans défaut et nous montre la perfection de l'Antiquité. En travaillant sur la version française du monument, Duter déclare que le monument de Rome va être éparpillé et devra revenir à Paris pour être considéré comme l'un des plus beaux monuments anciens. 15 ans après cette idée de rediriger les itinéraires des contemporains, des grands touristes contemporains, et de trouver un ex-situ parfait, a été fait l'écho au musée métropolitain de New York. À partir de ce moment-là, les étudiants, les universitaires européens devront aller à New York comme ils allaient avant à Rome et à Athènes. Le Metropolitan a également établi un département de moulage inspiré de l'atelier de moulage du Louvre. Mais ils ont bientôt dû faire face à la compétition de Andrew Carnegie. La contribution française de l'exposition universelle de Chicago en 1893 a montré plus de 100 monuments produits au musée de sculpture comparée. Il a décidé, Andrew Carnegie, de donner à sa ville natale une collection de classe internationale. Puisque mes compatriotes, il déclare, pittsburghiens ne peuvent pas voir les objets qui attirent les foules à l'étranger, nous allons tout faire pour leur apporter les objets les plus rares chez eux. Cependant, la réunion entre l'industriel et le directeur du Metropolitan, Generali Di Casnella, ne s'est pas très bien passée et la collection de Pittsburgh s'est développée plutôt en conflit avec New York. En 1904, le Carnegie Institute s'est développé. Le directeur des Beaux-Arts, qui était en charge de compléter le département de l'architecture avec les meilleurs moulages que le marché pouvait fournir, travailla d'arrache-pied avec deux agents en Europe.
ils ont travaillé avec quelqu'un à New York, avec un commerçant d'art à New York et un emballeur-expéditeur, Paul Navez, pour faire des négociations sur le terrain. Ils ont ainsi eu des correspondants dans les principales villes de France et de l'étranger, spécialité d'emballage d'objets d'art et déménagement en caisse et wagons. Donc, il y a peu de preuves qui montrent qu'il y avait un programme particulier pour la collection Pittsburgh, sauf pour réunir les pièces les plus importantes du monde. Ce manque de direction a abouti à une collection assez unique en son genre qui reflète un marché en déclin et qui ne peut pas être remplacé à part pour quelques exceptions. D'abord, le Carnegie a commandé des piles de catalogues de vente de musées européens comme le Louvre et le British Museum, d'entreprises du Caire et d'Oslo, et ont demandé des demandes simples pour les plus beaux travaux. Cette stratégie a produit beaucoup d'informations très utiles. Le mouleur en chef au Trocadéro, Charles-Édouard Pousadou, par exemple, a produit un volume photographique de tous ces moulages qui a été publié en 1900 avec les prix, les dimensions, le temps de production et le coût de transport aux États-Unis. Mais ils ont aussi appris que beaucoup de moulages n'étaient plus en stock. C'était par exemple le cas pour la reproduction acclamée des frises des archers et des lions du Louvre, qui venaient du palais de Darius Ier à Suse, qui avait été fondé en 1880 et montré à la galerie persienne du Louvre. Eugène Arundel, le mouleur en chef, expliqua que même si les travaux persiens étaient toujours dans les catalogues du Louvre, les moulages n'existaient plus et on n'était pas autorisé à en produire un nouveau. Cette déception annonçait les obstacles que le musée allait bientôt rencontrer. De plus, 25 architectes américains ont on a demandé à 25 architectes américains de suggérer des pièces importantes. Charles McKim de McKim, Mead & White a conseillé de parler plutôt à Camille Anlard, qui a donné des avis très importants pour l'entreprise de Pittsburgh. Le résultat de cette enquête, c'est qu'il fallait voir le portail de la cathédrale de Bordeaux et l'église abbatiale de Saint-Gilles-du-Gard. Grâce à Henry Hobson Richardson, qui avait suivi une formation à Paris à l'école des Beaux-Arts. L'église de pèlerinage en France est devenue une destination pour les architectes américains. Les difficultés et les échecs pour se procurer ces deux portails ont produit beaucoup de connaissances dans la façon d'acquérir des monuments de plâtre. Carnegie avait invité des dignitaires du monde entier pour l'inauguration. Il a fallu faire venir, commander, mouler, emballer, envoyer et stocker un grand nombre de pièces de plâtre. Il a fallu aussi menacer les personnes à qui l'on commandait d'envoyer leurs pièces de plâtre le plus rapidement. Un agent qui avait été envoyé au Louvre pour voir Arundel est venu avec une instruction très simple. S'il peut faire 17 moulages dans le temps imparti, il faut absolument qu'il réponde par oui en câble, et c'est ce qu'il a fait. Le chef de moulage a reçu la question suivante: comme une grande faveur à l'Institut Carnegie de Pittsburgh, pouvez-vous faire dans 4 mois les grands moulages? Réponse télégraphique. Donc je vais conclure en vous montrant deux ouvrages de plâtre. 6 mois avant l'inauguration, le directeur a décidé qu'il voulait créer un spécimen très beau d'architecture romaine
pour faire écho à la victoire d'Apteros pour un emplacement vide entre la façade de Saint-Gilles et le porche érythréen. Il a donc demandé à M. Allard son avis. Il a trouvé que le temple de Castor et Pollux était un choix excellent. Il a demandé conseil, ou il a donné des conseils à ces personnes pour qu'ils parlent avec les gens de l'école. Et le monument était toujours en vente en 1906. Il a ajouté, surpris, vu l'étendue, l'immense taille de l'objet, que les colonnes allaient s'adapter très bien dans un musée, puisqu'elles étaient avant dans la cour vitrée et qu'elles produisaient un effet parfait. La plupart des catalogues de vente sont sans illustration. En général, il s'agit surtout d'acheter juste avec un petit dessin, plutôt dans le style des ruines de Rome que dans le style hyper stylisé des versions françaises. Quand il a compris que l'objet faisait plus de 19 mètres et qu'il ne pourrait pas tenir sous le toit, il a dit « Ok, je vais vous répondre très franchement, cette solution ne me semble pas une très bonne solution. » Finalement, Carnegie a choisi d'acheter le temple Vesta à Tivoli, qui était aussi en stock à l'époque. Pour obtenir Saint-Gilles, les choses semblaient plus simples au départ. Le portail était toujours en place en 1887. C'était une édition qui était déjà à Chicago, comme le portail de Bordeaux. Mais le Trocadéro n'avait pas les moules et ne voulait pas les reproduire. Les autorités de conservation refusaient absolument de faire de nouveaux moulages du portail de Bordeaux et à la fin, le Carnegie a dû faire un moulage à partir de celui de l'Institut de l'Art à Chicago. Saint-Gilles était devenu une question de prestige, doublé d'un certain fanatisme. C'est celui que nous voulons par-dessus tout, déclarait-il, en ajoutant qu'ils accepteraient toutes les conditions de règlement. La richesse et la puissance de M. Carnegie étaient sans équivalent. Et donc, il a fait appel à plusieurs ambassadeurs et au secrétaire d'État américain. En août 1905, une autorisation spéciale a été garantie pour reproduire la façade occidentale de l'église. La correspondance est truffée de références à des cadeaux, à des faveurs, à des largesses. Et en réponse, le maire de Saint-Gilles-du-Gard a autorisé le moulage. La bonne nouvelle est arrivée par cablogramme. Permission accordée, Saint-Gilles-Pouzadou, livraison promise pour juin, 40 000 francs. Et c'est ainsi que la façade de Saint-Gilles a été envoyée par bateau à vapeur à travers l'Atlantique dans 200 boîtes et puis en train de New York à Pittsburgh. Ensuite, elle a été montée sur une structure de bois et d'acier. Et on a ensuite ajouté la couleur de pierre, ce qui a donné une touche finale de romanesque sur le sol américain. Finalement, je voudrais vous montrer une dernière production française qui a été faite au Louvre après les fouilles à Delphes. Et ça a été montré en première à l'exposition de 1900, avant d'avoir été envoyée au Louvre, où ensuite elle a été montrée dans l'escalier de Daru à côté de la Victoire de Samothrace jusqu'à la rénovation de 1934. En 1906, l'Institut Carnegie commanda le porche du Trésor des Civniens et on peut toujours le voir aujourd'hui dans la Maison de l'Architecture.